Bonjour, bonsoir, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Content d'être avec vous pour continuer avec le cours de chimie thérapeutique. Nous allons aborder les antibiotiques agissant sur la réplication et la transcription de l'ADN. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, et déjà, je vous souhaite bon visionnage. Alors, on va parler des quinolones et des fluoroquinolones, donc des antibiotiques qui agissent sur la transcription, c'est-à-dire la copie de l'ADN en ARN et aussi ces antibiotiques agissent sur la réplication de l'ADN, c'est-à-dire la copie de l'ADN en ADN. Donc, copie ADN en ADN, réplication, duplication, copie de l'ADN en ARN, qu'il s'agisse d'ARN messager ou d'ARN de transfert ou ARN ribosomique, quand même, et cette conversion, cette transformation, ce processus porte le nom de transcription. Les quinolones, fluoroquinolones, c'est des antibiotiques de synthèse dérivés de la chloroquine, notamment la 7-chloroquinoline, qui est le précurseur direct des quinolones à fort pouvoir bactéricide. Il faut dire que la chloroquine, c'est un antiparasitaire donc, utilisé dans la prise en charge de la malaria où les parasites Plasmodium falciparum ne présentent pas de résistance. Donc, ce sont des antibiotiques qui arrivent tardivement, contrairement aux pénicillines, et dès 1962, donc, on a découvert donc, la première quinolone, à savoir l'acide nalidixique, donc indiqué notamment pour certaines infections urinaires. Et ce sont des médicaments très efficaces, surtout contre les bactéries gram-négatives telles que Escherichia coli, Proteus et les entérobactères. Donc, ces médicaments sont utiles notamment pour traiter les infections du tractus urinaire et celles dues à des agents résistants aux antibiotiques conventionnels. Ici, nous avons la structure de base des quinolones ou encore des fluoroquinolones et on vous indique quels sont les effets de chaque groupement sur l'activité de cette molécule. Les atomes d'oxygène en rouge, des groupements carbonyles, mais participent à la fixation du médicament sur la cible. R1 contrôle la puissance et l'influence pharmacocinétique. R7, même effet que R1. R8 améliore l'activité contre les anaérobies et les espèces gram-positives. F, fluoro améliore l'activité antibactérienne et la puissance de la gyrase. Et puis on a R5, améliore l'activité gram-positive
Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, donc, si vous ajoutez dans la structure de base des radicaux à ces différents niveaux, vous allez obtenir ces résultats, ces effets. Nous avons dit que les quinolones et les fluoquinolones dérivent de la chloroquine et plus directement de cette chloroquinoline. Eh bien, ici, on vous montre et grosso modo, donc, la synthèse, donc à partir de la chloroquine, qui est un antipaludéen, antimalarique de synthèse. Donc, on a obtenu un intermédiaire réactionnel et c'est cet intermédiaire réactionnel donc, qui va y aboutir à l'acide nalidixique, donc première quinolone donc, obtenue en 1962. Nous allons voir une partie très intéressante et c'est la relation structure-activité. Donc, ce qu'on peut observer dans la molécule, on voit il y a une fonction acide carboxylique et il y a qui se trouve en C3. Donc, cela veut dire que la nomenclature, la numérotation commence avec l'atome d'azote qui est en bleu et on est pas à droite. Donc, ici, c'est un 2 3. Donc, le groupement acide carboxylique est lié au carbone 3. Ici, c'est carbone 4, ainsi de suite. Donc, et le groupement carboxylique et le groupement cétone, la fonction cétone C4, on nous dit que c'est indispensable à l'activité bactérienne, c'est-à-dire que leur absence conduira à une perte d'activité et puis forme un pont hydrogène, une liaison hydrogène avec la DNA-gyrase, topoisomérase 2 et stabilise le complexe enzyme ADN. Donc, maintenant, là, on nous donne déjà une idée du mécanisme d'action, c'est que ce médicament donc, interfère, ok, réagit avec la topoisomérase 2. En fait, topoisomérase, ce sont des enzymes qui interviennent notamment dans la réplication de l'ADN, justement pour pouvoir enlever les enroulements, les super enroulements négatifs. C'est comme vous le savez, l'ADN a une structure hélicoïdale, OK? Donc, la molécule est torsadée. Normalement, lors de la réplication de l'ADN, cette molécule doit être démêlée justement pour faciliter le travail des enzymes. Mais l'enzyme qui est chargée de désenrouler la molécule, c'est topoisomérase 2. Maintenant, si l'acide nalidixique agit sur topoisomérase 2, donc ça peut empêcher que cette enzyme fasse son travail et par conséquent bloque la réplication de l'ADN. Donc, toute altération, et quand on dit toute altération, cela veut dire que donc, quelle que soit modification que nous avons fait au niveau enlèvement, d'abord enlèvement de ces groupements, et si on transforme la fonction ou l'oxygène du groupement carbonyle en C4 en alcool, donc si par exemple nous transformer et la fonction acide carboxylique en amide, donc tout ça, toute altération a conduit à une perte d'activité. Donc, cela veut dire que le groupement carbonyle en C4, la fonction acide carboxylique ou bien carboxylate
en C3. Donc, yo indispensable à l'activité. Maintenant, nous poursuivons avec l'azote et substitution en N1. Donc, N1, c'est cet atome d'azote qui est entouré en vert. C'est à partir de cet azote qu'on commence la numérotation et puis en progressant vers la droite. Donc, cet azote est lié à un radical éthyle. Donc, comme on l'avait vu précédemment, donc ce radical donc, influence la puissance antibactérienne et la pharmacocinétique. Et très probablement, étant donné que les apolaires, donc ça pral balancer l'équilibre hydrophobe, hydrophile et de la molécule. Donc maintenant, si on, en N1, si on ajoute un substituant plus volumineux, comme par exemple cyclopropyl qu'on trouve dans la ciprofloxacine, donc cela conduira à un élargissement du spectre et une meilleure activité gram-positive. Groupe carboxyl C3C4, ok, C3C4, donc maintenant, indispensable à l'activité antibactérienne, indispensable à l'activité antibactérienne. Donc maintenant, ces groupements forment un pont hydrogène avec diénégyrase et permettent la stabilisation. Donc, on a, oh, nous slide ça deux fois. Nous gagnons deux fois. Donc maintenant, on fait ici un résumé pour nous. Donc C3 plus C4, activité essentielle, c'est essentiel à l'activité et ces groupements donc, interagissent avec l'ADN gyrase. Et puis vous avez le N1, ok, donc qui module la puissance et la pharmacocinétique. Maintenant, on est en position C6, carbone 6. Donc, au niveau du carbone 6, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone qui est lié à un hydrogène. On a CH. Donc, en C6, donc, on a pratiquement un carbone qui est lié avec un hydrogène. Donc, en position C6, qu'est-ce qu'on a remarqué? Fluor absent chez acide nalidixique. Donc là, il n'y a pas de fluor, ok? Donc, absence de fluor entraîne quoi comme conséquence? Spectre étroit. Donc, principalement, bacilles, gram et négatif urinaire, Escherichia coli, etc. Maintenant, si on introduit un atome de fluor en position 6 ici, donc maintenant, ça va donner naissance aux fluoroquinolones qui sont beaucoup plus actives et qui ont un spectre plus large.
En position 7, il n'y a pas de substituant. Donc ici c'est un atome de carbone. Carbone, OK, il n'y a pas d'hydrogène, c'est un atome de carbone, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de substituant en position 7, cela veut dire que le spectre sera limité. Plus tard, ajout de groupement piperazine, pyrrolidine en C7, donc amélioration de l'activité sur gramme et négative, bactéries à gramme positif. Et puis C8 et CH3. Donc, chez acide nalidixique, on a CCH3, des hydrogènes. Donc, ça influence sur la photosensibilité. Donc, il faut dire effectivement que les fluoroquinolones, ce sont des médicaments photosensibles. Donc, normalement, l'Europe prend fluoroquinolone, il est recommandé donc de porter des vêtements qui couvrent tout le corps, les bras, tout ça, justement pour éviter cet effet secondaire. Et puis, l'acide nalidixique n'ayant pas de substituant, il n'a pas de couverture anaérobie et présente un profil limité. Donc, ici, on a un résumé. Donc, absence de fluor en position 6 fait que le spectre est étroit. Et position 7, donc si on a un hydrogène au lieu de CH3, OK, au lieu de CH3, ici on a un substituant, le substituant c'est CH3. Donc si on a un hydrogène à la place de CH3, donc à ce moment, activité a limité, OK, a limité, et en position C8, donc je dis non, c'est cette position les même influence, influence sur la photosensibilité et l'activité sur les bactéries anaérobiques. Conséquences pharmacologiques de cette relation structure-activité, spectre étroit, faible biodisponibilité systémique et rapide résistance bactérienne, pas d'action sur les grammes positifs ni anaérobie. Donc, c'est donc un prototype historique, mais quasiment plus utilisé aujourd'hui, remplacé par les fluoroquinolones tels que ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine. OK, là, on vous donne un résumé de la relation structure-activité de l'acide nalidixique que nous avons structure là qui est à droite. Donc, C3, COH, C4 cétone essentiels à l'activité, c'est-à-dire ces groupements ne doivent pas être modifiés. En N1, avec l'éthyle limite l'activité, absence de fluor en C6 explique le spectre très restreint, alors qu'avec les fluoroquinolones, on va ajouter un atome de fluor en C6 qui va améliorer les paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques. Et puis C7, C8 non substitués, donc pas d'élargissement du spectre, pas d'activité anaérobie. Donc, justement, vous allez voir que dans les fluoroquinolones, c'est certain que vous allez trouver des molécules médicamenteuses avec des substituants au niveau de C7 et au niveau de C8. OK, nous poursuivons avec les quinolones et les fluoroquinolones, divers analogues, lesquels présentent des propriétés analogues à celles de l'acide nalidixique et ce, finalement, sans beaucoup d'autres avantages. Donc, on a, on a justement, et comme vous le savez, pour pouvoir obtenir de nouvelles molécules avec des paramètres plus importants, il faudra
synthétiser des analogues et les étudier, voir ce qui améliore, ce qui est amélioré ou pas. OK, donc on a procédé à ce processus donc, n'avait pas donné de résultats probants, mais finalement, l'introduction d'un simple atome de fluor en position 6 et d'une entité pipérazinyle en position 7 sur le squelette hétéroatomique constitue cependant une percée importante. Donc, on a synthétisé beaucoup d'analogues qui ne se sont pas révélés efficaces, mais on a opéré deux changements. Donc, on a ajouté un atome de fluor en position 6 et une entité pipérazinyle en position 7 et cela a donné de très bons résultats. Cela a conduit à la formation de fluoroquinolone de deuxième génération. Donc, première génération, c'est acide nalidixique. Deuxième génération, donc c'est les fluoroquinolones. Donc, voilà la différence structurale entre fluoroquinolone et acide nalidixique. Donc, voyez, donc on avait dit le fait que là, on a remplacé CH3 par le noyau pipérazine, et ensuite on a ajouté un atome de fluor sur ce cycle hétéroatomique. Donc, ces deux modifications donc, ont abouti à l'énoxacine, donc fluoroquinolone, dont le spectre d'activité contre les bactéries gram négatives et bactéries gram positives était grandement élargi, donc comprenant en cela une efficacité vis-à-vis de microbes très résistants, à savoir Pseudomonas aeruginosa. D'autres ajustements aboutirent à la ciprofloxacine, norfloxacine, lévofloxacine, ofloxacine, qui sont à l'heure actuelle des médicaments de choix pour traiter diverses infections. Donc, vous connaissez aussi bien que moi ciprofloxacine. Donc, c'est un antibiotique très largement utilisé au point que l'OMS s'inquiète parce que c'est un antibiotique extrêmement efficace. Donc, le fait que cet antibiotique est largement utilisé, donc l'OMS s'inquiète d'une éventuelle résistance bactérienne vis-à-vis de cette molécule. Donc, si vous avez une résistance bactérienne vis-à-vis de ciprofloxacine, donc ça est capable et grave parce que ciprofloxacine, c'est un antibiotique très efficace utilisé et partout à travers le monde, que ce soit sous forme de comprimé ou d'injection. Donc, ça est capable de révéler et fatal. Alors, nous on continue avec l'étude des fluoroquinolones. Donc, ici, c'est toujours la même structure de base. Et à partir de cette structure de base, donc on va voir les différentes classes de fluoroquinolones ou de quinolones à partir de cette structure de base. Donc ici, voici la fonction acide carboxylique, le groupement carbonyle. Donc là, nous avons éthyle, nous avons éthyle,
Et puis ici, on avait méthyle. Donc ici, on avait soit hydrogène ou bien F dans le cas des fluoroquinolones. OK, nous poursuivons donc le tableau qui est présenté ici. Donc, nous renseigne sur les différentes classes de les différentes générations de fluoroquinolones. Donc, nous avons des quinolones de première génération, siloxacine, acide nalédique C, et deuxième génération, norfloxacine, ciprofloxacine, troisième génération, lévofloxacine, etc. Et puis quatrième génération, donc moxifloxacine, gémifloxacine ou vafloxacine. Donc, chaque génération apporte un avantage et par rapport à la précédente. Et il faut dire aussi que ces avantages sont liés à de nouvelles structures moléculaires. Donc, on cherche toujours à améliorer les paramètres pharmacodynamiques, pharmacocinétiques des molécules médicamenteuses, justement par la mise au point d'analogues structuraux. Donc, c'est par cette méthode, justement, donc, qu'on arrive à améliorer les molécules et mettre sur le marché donc, de nouvelles générations d'antibiotiques ou encore de nouvelles générations d'autres médicaments. Donc, en ce qui a trait à la structure spécifique de l'énoxacine, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a le fluor en position 6 qui augmente la pénétration cellulaire et la puissance antibactérienne. Donc, le carbone 8, c'est un atome de carbone non substitué, ok, non substitué, donc qui est responsable de la photosensibilisation. Et comme je l'avais dit, et la photosensibilisation, c'est un effet commun à tous les quinolones. Donc, c'est pourquoi, quand vous prenez la ciprofloxacine, il faudra porter des vêtements qui couvrent le corps, justement, pour éviter cet effet secondaire. Donc, cet effet secondaire, cet inconvénient est lié à un hydrogène est lié au carbone et 8 qui n'est pas substitué. Donc, au niveau de l'azote, au niveau de l'azote 7, ok? Donc, si comme indiqué ici, donc si on met le, le noyau piperazine, donc ça va conférer une activité élargir l'activité sur les grammes bactéries gram négatives, mais ça peut aussi augmenter les risques d'effets indésirables au niveau du système nerveux central.
Et puis, comme nous t'avons dit déjà, donc C3, groupement et carboxyl ou encore carboxylate, donc permet la liaison avec l'ADN gyrase. Et puis, l'oxygène du groupement carbonyl en C4 permet également, comme il est dit ici, indispensable pour l'activité, indispensable pour la formation d'interaction avec la cible. Donc, relation activité C3, C4. Bon, ça, on a déjà vu ces informations avec acide nalidique C. C3, C4, c'est indispensable à l'activité. Modification entraîne une perte d'activité. Le fluor ajouté en C6 donc, augmente la puissance et élargit le spectre. Sans fluor, on revient au quinolone de première génération. Sans fluor, donc on revient aux quinolones de première génération et qui sont moins puissants. Et en C7, ok, en C7, donc on a le cycle, le noyau piperazine, et qui permet une meilleure activité contre les bactéries gram négatives, mais augmente aussi la pénétration au niveau du système nerveux central, donc ce qui entraîne des effets indésirables comme convulsion, comme agitation. C8 non substitué chez l'énoxacine, donc responsable de la photosensibilisation, et dans d'autres fluoquinolones, moxifloxacine, un méthoxy en C8 réduit ce risque et améliore l'activité sur gram positive et anaérobie. Conséquences pharmacologiques, spectre large, surtout gram négative, mais moins efficace sur gram positive et anaérobie, effet désirable, photosensibilisation liée à C8, l'hydrogène et troubles neurologiques liés à C7. Donc, comparaison ciprofloxacine a un meilleur équilibre spectre-tolérance. Maintenant, nous allons parler de la ciprofloxacine. Et la ciprofloxacine, et on nous dit que ce médicament est aussi largement employé pour traiter toute une série d'infections urinaires, respiratoires, gastro-intestinales, effectivement, ainsi que lors des problèmes dermatologiques, osseux et articulaires. Donc, les spécialistes prétendent que la ciprofloxacine est probablement le médicament antibactérien à l'aspect le plus actif qui existe sur le marché et très utilisé. C'est pour cela que je vous avais dit au départ que l'OMS s'inquiète d'une éventuelle résistance bactérienne parce que c'est un très bon médicament. Donc, si tu as une résistance bactérienne vis-à-vis de ce médicament, donc, il est capable de un peu le problème dans le monde médical. Et qu'en est-il de la structure générale de ciprofloxacine? Donc, la ciprofloxacine dérive du noyau quinolone, okay, quinolone, et avec un groupement acide carboxylique en C3, essentiel pour l'activité antibactérienne, la fonction cétone en C4, ok? La fonction cétone
la fonction cétone en C4 est indispensable à l'activité. L'atome de fluor qu'on a déjà vu, il y a le noyau pipérazine. Et la différence ici avec la différence ici avec inoxacis, c'est que on a ici, ouais, donc au lieu d'avoir un N1, un éthyle, donc on a un cyclopropyle. Voilà, on a cyclopropyle. Donc, ce groupement alkyl cyclopropyle donc améliore la pénétration et la stabilité. OK, donc là, on a déjà parlé de C3C4. N1 substituant cyclopropyle augmente l'activité antibactérienne globale, permet une meilleure action contre certains et gram-positifs et mycobactéries comparé à l'éthyle comme de l'acide nalidixique. Donc, ce groupe élargit le spectre. OK, et c'est le fluor. Donc, on sait déjà quelle est l'importance de cet atome de fluor en position 6. On a déjà parlé de pyrazine et surtout avec les effets désirables au niveau du système nerveux central. Et puis en C8, vous voyez le carbone 8. Donc, il y a un hydrogène, c'est-à-dire que cet atome de carbone n'est pas substitué. Donc, l'hydrogène en C8 donc, entraîne la photosensibilisation. Et comme on a déjà vu ça, donc dans d'autres fluoroquinolones, donc cet hydrogène est remplacé par un groupe méthoxy CH3O, donc ce qui réduit le risque de photosensibilisation et en même temps améliore l'activité sur les anaérobies et les bactéries gram-positives.
Et conséquences pharmacologiques et de la ciprofloxacine ou encore conséquences liées à l'ajout du radical cyclopropyl, notamment parce que dans la précédente molécule, donc, il y avait le noyau piperazine, l'atome de fluor. Donc, ce qui va modifier ici, c'est des effets liés à ce nouveau groupement qui est ajouté dans la structure de cette molécule. Donc, en termes de spectre d'activité, c'est très efficace sur les gammes négatives et bonne action sur Neisseria et les méningocoques et gonocoques qui n'ont et genre Neisseria. Et puis, les bactéries atypiques comme Chlamydia, Mycoplasma ou encore Mycoplasme. Et puis, c'est moins actif sur les grammes positifs, les bactéries grammes positives et anaérobie, donc comparé aux fluoroquinolones plus récentes. Indication principale, urinaire, infection urinaire, infection digestive, infection ORL, oui, infection respiratoire, infection ostéo-articulaire et cutanée. Et puis les effets secondaires, troubles digestifs, donc c'est commun pratiquement à tous les antibiotiques, troubles neurologiques, et moi, je me rappelle avoir pris de la ciprofloxacine et les troubles neurologiques, non, pas senti ça vraiment. Et puis, il y a la photosensibilisation dont on ne parle pas ici. Et puis, il y a la tendinopathie, effectivement. Je me rappelle avoir lu un article scientifique dans lequel on avait dit qu'il est déconseillé de prescrire les quinolones chez les moins de 18 ans parce que ça peut affecter les cartilages et agir sur la croissance. Donc, en bas, vous avez un résumé de la relation structure-activité de cette molécule, à savoir les groupements qui sont impliqués dans les activités ou encore les effets secondaires. Donc, c'est la fonction acide carboxylique en C3, l'oxygène en C4, donc essentiel pour établir la liaison avec la cible, le radical cyclopropyl ajouté en N1, donc élargit le spectre, et puis le fluor qui augmente la puissance et la pénétration, le noyau piperazine l'améliore activité gram négative, notamment pseudomonas, mais cela entraîne aussi des effets secondaires au niveau du système nerveux central, convulsions, et puis l'hydrogène qui est en position 8, qui n'est pas substitué, donc entraîne la photosensibilisation. Et dans les fluoroquinolones les plus actuels, donc cet hydrogène va être remplacé par un groupe en méthyle, donc ce qui va réduire ou éliminer catégoriquement la photosensibilisation. Donc, en termes de mécanisme d'action, inhibe l'ADN gyrase. Donc, l'ADN gyrase, c'est une topoisomérase qui intervient lors de la réplication de l'ADN justement pour désenrouler la molécule et permettre la progression des enzymes et telles que ADN polymérase et puis inhibe la topoisomérase 4. Et comme résultat final, c'est blocage de la réplication de l'ADN. Donc, si l'ADN ne peut pas être répliqué, donc cela veut dire que, il ne peut y avoir de division cellulaire.
Et normalement, et, et la bactérie pour manifester sa pathogénicité doit se multiplier, ok, doit se multiplier et la multiplication et je dirais est liée, ok, la multiplication encore la mitose et de la bactérie est liée à une étape précédente obligatoire, qui c'est la réplication de l'ADN. Donc, si l'ADN ne se réplique pas, il n'y aura pas de division. OK? Il n'y aura pas de division cellulaire. Il n'y aura pas de multiplication bactérienne. Il n'y aura pas de croissance bactérienne. Donc, croissance bactérienne, cela veut dire que c'est euh, la mitose, c'est la division cellulaire. Donc, il ne faut pas prendre croissance dans le sens d'augmentation de volume, mais c'est dans le sens d'augmentation du nombre de bactéries. OK? Donc, la division cellulaire, la croissance, la multiplication est liée à la réplication de l'ADN. Donc, le fait que la réplication est bloquée, la cellule bactérienne ne peut pas se diviser et par conséquent, pas de gain et croissance bactérienne. Donc, ça qui a géré l'infection. Et puis, il y a une autre classe, c'est les aminocridines. Aminocridines, donc, c'est une famille d'agents antibactériens composés aromatiques hétérocycliques cationiques planaires. Et puis, mécanisme d'action, intercalation entre les paires de base de l'ADN bactérien. Alors que quand on parle d'intercalation, c'est comme c'est le fait que la molécule a une structure planaire, donc molécule là li est entrée entre les paires de base, donc ça qui peut constituer une sorte de blocage pour et, la réplication et la transcription, justement parce que le fait que les intercalé, donc il peut bloquer et la progression des enzymes. Inhibition de la réplication et de la transcription, donc effet bactéricide à forte concentration. Donc, spectre d'activité actif sur les bactéries gram négatives, entériques, gram positifs, certaines bactéries gram positives, donc moins actif sur Pseudomonas et les anaérobies. Donc, vous avez ici quelques exemples. Donc, nous avons acriflavine, il y a proflavine, il y a aminocridine, aminacrine, donc c'est pratiquement une molécule la plus connue de cette famille de composés d'agents antibactériens. Donc, ce sont des dérivés acridiniques substitués par une fonction amine. Donc, on a déjà parlé des propriétés. Un rappel, actif sur les grammes positifs et les grammes négatifs, utilisé en application locale, indiqué dans le traitement des plaies, brûlures et pour la désinfection cutanée. Donc là, vous avez au crème. Et puis, structure de base, noyau acridine, les trois cycles. OK, les trois cycles. Donc, c'est noyau acridine, trois cycles aromatiques
3 cycles aromatiques condensés semblables à l'anthracène, ok, mais avec un atome d'azote en position 10. Ok, donc ensuite, nous avons un groupement amino et substitution en C9, un groupement amino en C9. Et puis, molécules planes et aromatiques, donc facilite l'intercalation entre les bases de l'ADN. Donc, elle est plane parce que les cycles benzéniques, tous les atomes de carbone, hydrogène sont dans le même plan. C'est pourquoi on dit elle est molécule plane. Relation structure-activité, et noyau-acridine, plan rigide et aromatique, permet l'intercalation. Et cette intercalation perturbe la réplication et la transcription. Donc, le noyau est indispensable à l'activité. Donc, d'ailleurs, sans le noyau, et pas gagner et molécule là. Donc, azote en position 10, c'est hétéroatome. Alors, quand on parle d'hétéroatome, ici, il s'agit de l'azote bleu. OK? Il s'agit de l'atome d'azote bleu. Donc, hétéro et hétéroatome. C'est pas le groupement NH2 et confère un caractère basique qui peut être protoné en milieu physiologique. Donc, la molécule est partiellement cationique, donc ce qui favorise l'interaction avec l'ADN. L'ADN avec ses groupements phosphates sont chargés négativement, donc ça facilite l'interaction. Et puis C9NH2, donc nous gagnons et augmente la polarité et la solubilité dans l'eau, oui, parce que NH2 c'est groupement polaire, et puis améliore la fixation à l'ADN par interaction hydrogène, et puis important pour l'activité antiseptique. Donc, propriété de l'ensemble, activité antiseptique large spectre, peu spécifique, et pas utilisation systémique à cause de la toxicité cellulaire, donc génotoxique par intercalation non sélective dans l'ADN des cellules humaines. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas utiliser pour des traitements systémiques parce que les présenter une certaine toxicité vers nos cellules, donc génotoxicité. Et puis, conséquences pharmacologiques, spectre bactéries gram positives, bactéries gram négatives, agit sur les protozoaires. Mode d'action, on a déjà vu ça, limite génotoxique, faible sélectivité. Et puis voilà, ce qui met un terme à l'étude des antibiotiques agissant sur la réplication de l'ADN et sur la transcription également. Donc, la réplication de l'ADN, c'est un processus qui est obligatoire avant toute division cellulaire. Donc, si avec un médicament, on bloque la réplication de l'ADN et d'une bactérie, donc cette bactérie ne pourra pas se multiplier. De même, avec la transcription, c'est la copie de l'ADN en ARN messager. Or, en ARN de façon générale, mais si on prend l'ARN messager qui est le précurseur des protéines, et par rapport au et, rôle important joué par les protéines, donc bloquer la synthèse des protéines, donc c'est tuer pratiquement une bactérie. Quand ce n'est pas une bactérie, c'est quel que soit organisme. Si vous arrivez à bloquer la synthèse des protéines d'un être humain, donc c'est certain que la mort, parce que protéines, c'est au même qui est en fait jouer presque tout rôle, nous connaît toute la physiologie, donc est basée sur les protéines. Et d'ailleurs, c'est la définition étymologique dit que les protéines sont de première importance.
protéos en première importance. Voilà pourquoi les protéines et les ribosomes, l'ADN sont des cibles thérapeutiques et chez les bactéries. À la prochaine.